Bonjour, vous êtes dans Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la lutte contre l'offre illégale des casinos en ligne. On parlera également du droit de l'arbitrage et enfin de la réforme du droit des sûretés. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guerchoun, directeur juridique au sein de l'Autorité nationale des jeux. Frédéric, bonjour. Bonjour, Alors, merci de me recevoir. je vous en prie. Alors, pourquoi les casinos en ligne sont-ils interdits aujourd'hui en France? Alors, pour répondre à votre question, il faut partir d'un petit rappel historique, je dirais, qui est que tous les jeux d'argent sont interdits sauf exception. Et que si progressivement un certain nombre de jeux ont été ouverts, attribués à des opérateurs particuliers comme la FDJ ou pour les paris hippiques au PMU, les jeux d'argent qui ont été ouverts en ligne sont aujourd'hui assez restreints. C'est paris sportifs, poker et paris hippiques. La Française des Jeux peut proposer ce qu'on appelle des jeux de loterie, entendez par là jeux de grattage et de tirage pour l'essentiel. Les casinos en ligne sont interdits. Pourquoi? Ils sont interdits, je dirais, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des jeux qui sont considérés comme plus dangereux que les autres, notamment parce que la rapidité de ces jeux induit une potentielle addiction aux jeux d'argent avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter pour les joueurs. Il faut voir aussi que l'offre de casinos en ligne interviendrait dans un écosystème où vous avez également des casinos terrestres qui proposent une offre de jeux d'argent et de hasard en réseau physique. Donc la question qui peut se poser, qui n'est pas tranchée, est de savoir dans quelle mesure il pourrait y avoir un lien ou un déséquilibre des filières si se produisait cette ouverture des jeux de casino en ligne qui sont malgré tout présents illégalement sur le territoire français. Alors, les casinos en ligne, justement, sont répandus de manière importante pendant la crise. Comment lutter contre cette offre illégale de casinos en ligne? Quels sont les objectifs poursuivis par l'ANJ? Alors, il y a deux instruments de lutte. Il y en a un, je dirais, qui est entre les mains de l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, donc, et l'autre dans les mains du Parlement. Je passerai vite sur le second point, le Parlement, pour dire que certains soutiennent que le meilleur moyen de lutter contre l'offre de casino en ligne illégale est, comme c'est le cas dans plusieurs autres États, notamment de l'Union européenne, d'ouvrir ces jeux à la concurrence de les autorités. Et le second moyen, c'est d'intensifier cette lutte. Alors, intensification de la lutte, que l'ANJ a déjà commencé à entreprendre en recrutant un magistrat du parquet pour renforcer, ses effectifs en ce domaine. Et puis l'idée est d'agir à l'égard de tous les acteurs, tout l'écosystème de l'offre illégale, c'est-à-dire agir contre tous ceux qui en assurent la promotion, indirectement, les moteurs de recherche sur lesquels on se rend pour trouver les sites illégaux, sur toutes les plateformes de partage de contenu et de messages, je dirais. Quelles sont vos possibilités d'action? Alors, ces plateformes sont considérées juridiquement comme des hébergeurs. Donc, elles sont tenues de retirer les contenus manifestement illicites qu'on leur signale. Et ce qui est certain, c'est qu'un site de casino en ligne est manifestement illégal pour le principe que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire que les casinos en ligne sont tous interdits. Donc manifestement, quand vous tombez sur un casino illégal pour une publicité en faveur d'un site illégal, vous êtes sur un contenu manifestement illégal. Donc ces différentes plateformes que sont YouTube, Snapchat, Instagram, etc., et même des plateformes de jeux vidéo, puisqu'on a vu ça apparaître également, des plateformes comme Twitch. Donc l'autorité a pris déjà contact avec toutes ces plateformes pour leur demander de concourir dans le respect de la loi à cet objectif de protection de l'ordre public. On a aussi une autre cible qui est importante, à savoir les prestataires de services de paiement et tous ceux qui assurent les liens financiers. Parce que, et c'est une conviction que l'ANJ a, si on bloque ces flux financiers, on bloquera l'offre illégale, puisqu'on dissuadera les joueurs de jouer. Un autre levier aussi qu'il faut évoquer, c'est la coopération internationale, puisque l'offre illégale sévit partout, pas simplement en France, elle sévit dans toute l'Union européenne, et généralement les personnes qui fournissent ces services sont installées à l'extérieur de l'Union. Et puis, un dernier moyen, mais vous m'en offrez l'opportunité, c'est aussi d'insister sur l'illégalité de ces sites, parce qu'on observe que le nombre de personnes ignorent l'illégalité de ces sites et le découvrent, hélas, trop tard. Quelles sont les conditions qui pourraient permettre de légaliser les sites de casino en ligne? Alors,
je ne rentrerai pas dans les détails des moyens qui pourraient être mis en place, parce que y a déjà un arbitrage politique à faire sur l'autorisation de ces jeux. Ce qui est certain, c'est que l'ouverture de ces jeux ne pourrait pas intervenir sans que tous les mécanismes protecteurs de leur public, lutte contre le blanchiment, lutte contre la fraude, soient mis en place, et que des moyens de lutte contre le jeu excessif ou pathologique soient mis en place. Parce qu'il faut bien voir que le refus d'autoriser ces jeux tient au fait, au départ, qu'ils sont considérés comme plus dangereux que les autres. Frédéric Gershon, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je reçois Jalal El Hadab, associé chez Bird & Bird, pour l'ouvrage qu'il a coécrit avec Daniel Mingui, Droit de l'arbitrage, théorie et pratique. Jalal, bonjour. Bonjour. Pourquoi un nouvel ouvrage sur le droit de l'arbitrage? À qui s'adresse-t-il? Alors, sans jouer vraiment sur les mots, mais quand même un petit peu, on voulait un nouveau livre sur l'arbitrage parce qu'on voulait un livre nouveau. Alors, tout le monde est un peu en recherche de modernité. Il ne s'agissait pas d'être cool, il s'agissait vraiment de proposer quelque chose, pas tellement de neuf, parce que vous savez, dans le droit, il faut quand même rester dans la continuité des choses, mais une autre approche. Et l'idée était d'essayer d'imposer une dynamique, un rythme. Et je pense simplement qu'on a réussi. Peut-être parce qu'on est complémentaires, un prof de droit, moi je suis plutôt praticien. Une idée aussi d'avancer puis de s'arrêter sur des encarts, sur faire des petites pauses, des focus, de mettre des tableaux. Et de ce point de vue-là, je pense que il n'était peut-être pas attendu, mais on voulait proposer dans une bibliothèque aussi une autre approche comme celle-là, diversifiée. Elle est, je pense, nouvelle, d'abord dans le ton, et puis aussi dans le contenu. Dans le ton, parce que, comme je vous disais, on a des encarts, on a des statistiques, on a des approches sociologiques, évidemment historiques. Dans tous les manuels de droit, il y a d'abord une approche historique, mais aussi parce qu'il y a, je ne dirais pas une liberté de ton, mais un ton un peu différent. Et je peux vous donner un exemple. Évidemment, dans l'arbitrage, on ne peut pas ne pas parler de l'arbitre. Et on fait quelques encarts sur l'arbitre amoureux, l'arbitre endormi, l'arbitre religieux. Est-ce qu'on peut choisir un arbitre en fonction de sa religion, etc. Donc, on s'est dit que c'était des choses qui sont évidemment illustrées par des cas concrets qu'il était intéressant de mettre en avant. Après, dans le fond, comme je vous ai dit, on a des éléments nouveaux, des éléments comparés, internes, internationaux, pratiques théoriques, puisque c'est l'objet de l'ouvrage, des chiffres, mais aussi une idée que tout en restant le plus compréhensif, le plus exhaustif possible, on peut se permettre de s'arrêter sur un certain nombre de sujets. D'abord d'actualité, par exemple l'arbitrage tapis, on en a fait tout un chapitre, parce que ce n'est pas qu'une affaire politique, c'est une affaire qui a donné lieu à beaucoup de décisions. Et puis, on s'est dit aussi que sur le contenu, à chaque fois qu'on devait donner une idée, il était bien de l'illustrer, y compris pas simplement en jurisprudence, mais également en chiffres. Alors justement, vous abordez le contenu, vous pouvez nous le présenter un petit peu cet ouvrage, même si vous avez déjà évoqué certains sujets? Bien sûr. On a une première partie. Je tiens à dire véritablement une des approches que je ne disais pas expressément, mais qui était sous-entendue dans ce que je vous disais, c'était l'approche un peu pédagogique. Donc elle s'adresse autant aux étudiants qu'aux praticiens. Et de manière assez classique, on a trois classiquement, en fait 4 grands chapitres. On a non pas une introduction, mais une introduction au droit de l'arbitrage. Et là-dedans, il y a tous les éléments sociologiques. C'est bien, pas bien l'arbitrage? Est-ce qu'on peut le critiquer? Est-ce que c'est légitime? Les statistiques, les aspects écologiques, les aspects de diversité, ça c'est des éléments aussi très importants.
Est-ce que c'est un marché, l'arbitrage? Qu'est-ce que c'est qu'un marché? Donc, toutes ces considérations qui dépassent le cadre strictement juridique. Et puis, une fois qu'on a dépassé cette introduction, on a une deuxième partie sur la convention d'arbitrage. Il n'y a pas d'arbitrage sans un accord des parties. Et là, on essaye d'explorer toute la diversité des conventions d'arbitrage et la question notamment de l'arbitrabilité. Ça veut dire qu'on touche à presque tous les domaines, du droit immobilier en passant par le droit sportif. Comme je suis arbitre au TAS, j'ai pu également illustrer pas mal de propos sur l'arbitrage sportif. Hein. Pas l'arbitrage sportif avec le monsieur en noir qui siffle, qui utilise son sifflet dans la bouche. L'arbitrage, les conflits sportifs qui vont à l'arbitrage. Troisième partie, c'est la procédure arbitrale. Dedans, on consacre pas mal de développement à l'arbitre. Et donc, tous ces éléments dont je vous parlais sur l'arbitre amoureux, etc. Et puis, l'arbitrage, c'est une procédure. Donc, tous les détails sur la langue de la procédure, le siège de l'arbitrage, tous ces éléments sont développés. Et enfin, la sentence, c'est l'aboutissement. Et dedans, on fait aussi des conseils pratiques, de même qu'on donne des conseils sur comment rédiger une bonne clause d'arbitrage, pas pathologique, c'est-à-dire qui pose des problèmes. Et bien, on donne des conseils sur comment rédiger une bonne sentence, ou en tout cas celle qui aurait le moins de risque d'être annulée. Et puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a la sentence pour qu'elle ne reste pas un beau papier sur le mur et qu'on puisse l'exécuter? Eh bien, on explique comment aller devant un tribunal et puis demander son exéquatur. Voilà les quatre grands temps de cet ouvrage. Alors on a l'impression qu'il faut souvent présenter les avantages de l'arbitrage, qu'il faut convaincre, et pas seulement l'arbitrage, les modes alternatifs de règlement des litiges. Est-ce que vous partagez cette impression, ce sentiment? Alors, évidemment, comme vous imaginez, je ne suis pas normand, mais je vais vous faire une réponse oui et non. Vous avez parfaitement raison sur le fait que oui, il faut défendre l'arbitrage. En fait, il faut défendre à peu près tout aujourd'hui parce que tout n'est plus acquis. Et je pense que c'est une bonne chose, tout est remis en cause. Hier encore, j'entendais un débat sur la démocratie. C'est pas un acquis et il faut encore se battre pour la conserver. L'arbitrage existe depuis des centaines, des milliers d'années. Il est même antérieur à la justice étatique puisque l'État est une notion neuve. Malgré tout, il faut quand même continuer à expliquer. J'ai fait une vidéo dessus avec des petits dessins animés. J'ai fait un article pour défendre l'arbitrage parce qu'il est effectivement attaqué. Alors, il est attaqué pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement expliquer. Il faut l'expliquer d'abord parce que, comme pour la médiation, ce n'est pas dans notre culture et ce n'est pas dans la culture tout court juridique. La preuve en est, c'est que les cours de médiation, par exemple, ne sont même pas enseignés à l'université. Ce qui, à mon avis, serait un élément fondamentalement novateur et permettrait de progresser de ce point de vue-là. De même pour l'arbitrage, c'est enseigné vraiment très tardivement. Ensuite, il y a des critiques qui sont, on va dire, de plus ou moins bonne foi. Les États n'aiment pas être traînés en arbitrage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de justice internationale. Le fait est que quand les États violent leurs engagements internationaux, par exemple exproprient, il n'y a pas meilleur moyen que l'arbitrage pour trancher un litige de cette nature-là. On ne va pas aller devant les propres tribunaux de cet État. Et donc, l'arbitrage offre un forum neutre. Mais les États ne sont pas contents parce qu'ils disent que souvent, ils perdent dans ces arbitrages. Statistiquement, ce n'est pas tout à fait exact. Et puis, il y a la critique qui est véritablement fondée, qui est que ça coûte cher. Mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que là, on critique la justice étatique, par exemple pour le Covid l'année dernière, parce qu'elle n'a pas su s'adapter. L'arbitrage s'adapte très très rapidement. On a des professionnels qu'on paye, et donc d'où le coût de l'arbitrage, ce qui explique aussi pourquoi c'est critiqué. Donc c'est les deux pièces d'une même monnaie. Maintenant, c'est une très bonne chose à mon avis. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. J'aime l'arbitrage parce qu'il offre véritablement une véritable alternative à la justice étatique. Et plus on a de diversité, je pense, dans ce bas monde, et plus on se porte bien. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous
Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de la réforme du droit des sûretés avec mon invité Alexandre Bordenave, associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, avocat. Alexandre, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les lignes directrices de la réforme du droit des sûretés? Ce sont plus ou moins les mêmes que celles de la dernière réforme globale du droit des sûretés, qui a déjà 15 ans, en 2006. Et je dirais que l'ordonnance du 15 septembre 2021 vient en quelque sorte parachever l'œuvre de cette précédente réforme, notamment en reprenant des recommandations qui étaient restées lettres mortes alors qu'elles avaient été formulées en leur temps par la commission Grimaldi. Si on devait synthétiser ces lignes directrices, j'en retiendrai deux. Le renforcement de la sécurité juridique offert par le droit français des sûretés et la modernisation du droit français des sûretés. S'agissant de la sécurité juridique, elle s'incarne dans diverses mesures introduites par l'ordonnance. On pourrait citer pêle-mêle le rassemblement dans le Code civil de la quasi-intégralité des règles applicables au cautionnement, alors que ces règles étaient éparpillées dans de nombreux codes. On pourrait également citer la codification de nombreuses règles prétoriennes en matière de cautionnement, comme la fameuse distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. La fin du caractère quasi sacré de la mention manuscrite, qui n'était pas très satisfaisant sur le plan juridique, toujours en matière de cautionnement. Et puis pour sortir un peu des sûretés personnelles, la possibilité confirmée de conclure un nantissement de compte-titre sans ouvrir un compte espèce, ou encore la suppression de cette étrange mention à la peine de nullité en matière de fiducie, qui consistait à devoir inscrire dans le contrat la valeur des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire. Le tout procède d'une démarche plus globale, cherchant à créer un droit plus efficace et partant plus attractif pour les créanciers. Vous dites un droit plus efficace. Est-ce que ça signifie que le droit français des sûretés se trouve renforcé par cette réforme? Absolument. L'efficacité, je pense, est incontestablement supérieure avec la réforme. Et sans doute, encore une fois, pour prendre quelques exemples, parce que le texte est assez touffu, ce renfort d'efficacité se traduit en matière de propriété garantie. C'est ce qui me frappe le plus à la lecture de l'ordonnance. Et c'est en matière de propriété garantie que le texte innove le plus, sans doute de deux manières. D'abord en déconfinant, si vous me passez l'expression, la cession de créance à titre de garantie. On se souvient peut-être que la Cour de cassation avait en 2006 pris une position encore inexpliquée qui réservait la cession de créance à titre de garantie à des instruments spécifiques comme la cession d'AI. Eh bien, demain, lorsque l'ordonnance sera en vigueur, il sera possible pour tout type d'obligation garantie, pour tout type de créancier, de recourir à la cession de créance à titre de garantie, ce qui est incontestablement un plus en matière d'efficacité. De la même manière, l'ordonnance donne enfin un régime légal au gage espèce, qui est une sûreté chérie par les banques, en particulier en introduisant dans le Code civil quelques articles, les 2374 et suivants, qui nous parlent de la cession de sommes d'argent à titre de garantie. Là encore, ce ne sont que des exemples. On pourrait parler aussi de la procédure de purge des inscriptions mobilières. Mais véritablement, il y a une recherche d'une plus grande efficacité et ce n'est pas une surprise si c'est en matière de propriété garantie, sans doute la reine des sûretés aujourd'hui, que l'ordonnance cherche à apporter le plus de confort aux créanciers. En définitive, quel est votre avis sur cette réforme? C'est une bonne réforme? Oui, c'est une bonne réforme. Elle a ceci de subtil qu'elle renouvelle le droit français des sûretés tout en conservant son caractère familier. Elle est moins importante que la réforme de 2006 et elle permet, à mon sens, de conforter les intérêts des créanciers avec un cadre plus moderne. On pourra désormais conclure toutes les sûretés par voie électronique, tout en ne sacrifiant pas les intérêts de débiteurs. Et donc il y a une recherche d'équilibre qui est assez intéressante dans l'ordonnance. Cet équilibre, il va falloir le mettre à l'œuvre dans de nouveaux actes de sûreté, à propos desquels il sera sans doute de bon ton de consulter son avocat préféré. Pour ce qui nous concerne au cabinet, nous sommes évidemment d'ores et déjà à pied d'œuvre avec des formations, des consultations, la révision de modèles que nous ont demandé nos clients.
Alexandre Bordenave, merci pour cet éclairage. Merci à vous Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.